Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La médecine n'est plus ce qu'elle était. D'un artisanat révolutionnaire à l'époque de Louis Pasteur, la médecine est devenue une sorte de no man's land politique ultra-sensible. Il faut se rappeler qu'en 1928 puis en 1945, l'assurance maladie a été mise en place sans inviter les médecins. Il peut sembler paradoxal en effet de ne pas confier aux médecins l'organisation de la santé publique d'un pays, ou du moins de co-gérer leur propre profession. Il n'est écrit nulle part que la médecine appartient à la classe politique, et encore moins aux appareils administratifs même dans un système social appelé paritaire. Cet embrigadement de la médecine institué en 1945 n'est d'ailleurs pas resté sans conséquences fâcheuses. D'abord, la médecine étatisée a dû s'incliner devant des décisions économiques assez rudes dès les années 1970. Elles ont créé un malaise au sein de la profession. Valéry Giscard d'Estaing a décidé de raréfier le nombre de médecins pour freiner l'accès aux soins, et donc empêcher les cotisants de trop se soigner. Le but était d'alléger les charges de la Sécu et de soulager les cotisations des entreprises. Cet accès raréfié aux soins est évidemment peu compatible avec la déontologie médicale. Et cette décision a créé des déserts médicaux qui embarrassent aujourd'hui les agences de santé. Était-elle vraiment nécessaire ? La profession de médecin est devenue la plus vieillie de France avec une moyenne d'âge de 53 ans, au point de dépasser les notaires connus pour être traditionnellement vieux. Dans 5 ans, 30% des praticiens hospitaliers partiront à la retraite, sans personne pour les remplacer. Ensuite, la profession a été placée sous le contrôle d'une administration puissante avec la loi de 1981 à 1983 de Jack Ralite sous la présidence de François Mitterrand. Cette décision a éteint petit à petit l'autorité des médecins au sein des hôpitaux, jusqu'au directeur unique patron de Nicolas Sarkozy. Les caisses régionales d'assurance maladie ont été supprimées en 1996 et remplacées par une autorité unique ainsi qu'une surveillance politique accrue. Enfin, l'indépendance morale et éthique des médecins est passée sous le contrôle de l'État avec la création de la Haute Autorité de Santé en 2004 sous la présidence de Jacques Chirac. Ayant écarté les médecins, l'administration de l'assurance maladie a mené un règne sans partage sur la santé des Français. Elle a monopolisé une économie qui aurait pu être très sociale. Hélas, son management n'a pas permis d'inventer une gestion citoyenne des questions de santé. Mais hélas une seconde fois, après 40 années de cette gestion centrale, la santé publique est quasiment ruinée. Les soins délivrés aujourd'hui en 2015 ne seront remboursés que dans 35 ans. La médecine ne participe plus à sa propre gestion. Elle est coincée entre une administration puissante et une demande de soins de santé puissante elle aussi. Cet engouement médical est systématiquement dénoncé sous le qualificatif de surconsommation de soins. Mais cette analyse est-elle exacte ? Rien ne le démontre. L'engouement pour les soins de santé est peut-être le signe d'un changement d'époque et de société. Il semble prédire une aspiration à une société du bien-être individuel et personnalisé, et un mode de consommation beaucoup plus personnel. Le succès de la médecine traditionnelle montre que les citoyens modernes aiment être soignés très correctement et avoir les justes soins adaptés à leur cas personnel. On peut comprendre que la médecine est une économie individuelle, de personne à personne, un îlot d'humanité dans un océan de consommation de masse. Cette demande des justes soins exige un engagement complet des médecins, alors que leurs rangs ont été décimés par 40 années d'austérité. Entre la suppression de 50% du nombre d'étudiants en médecine, 1977, jusqu'à l'interdiction de percevoir leurs honoraires, 2015, les médecins ont été ciblés par une stratégie systématiquement antimédicale aussi bien par les gouvernants de droite que par ceux de gauche. Cette stratégie a été présentée comme nécessaire à l'équilibre de nos finances. Mais n'a-t-elle pas empêché en réalité la recherche de cette nouvelle société du bien-être individuel, plus sincère et plus humaine ? Ce qui aurait été combattu, ce serait le déclin de la consommation de masse de biens manufacturés et de services financiers, installés depuis les années 1950 au sein de l'État-providence. Les commanditaires du système actuel, les grands groupes de banques et d'industrie,
aurait fait pression pour entraver le succès de l'économie sociale qui comprend la médecine traditionnelle, mais aussi l'agriculture biologique, le petit commerce local, une justice bien dotée, un enseignement alternatif ou toute forme d'écologie citoyenne. Pourquoi une austérité survole-t-elle tous les partis politiques depuis les années 1970 ? Pourquoi ce management administratif est-il resté imperturbable alors que la situation économique du pays s'est changée complètement en 40 ans ? Probablement parce que ce New Management est lui-même un projet politique, insidieux, et pas une simple méthode de comptabilité. Les managements publics et privés sont soudés à une conception politique particulière dite néolibérale. Notre crise politique actuelle, dont celle de la médecine, serait donc d'abord une crise de son management néolibéral. L'hypothèse de ce livre est que la remise en question de la médecine traditionnelle est une mauvaise nouvelle sociale. Son déclin n'est pas quelque chose de positif. Il ne s'agit pas d'un progrès, mais au contraire d'une perte d'une profession soucieuse du bien-être de chacun. Ce déclin serait voulu par un courant d'idées antisociales qui animerait les ministères et les administrations depuis plus de 40 ans. Il s'agirait d'une idéologie d'État formatée dans les écoles de management et de commerce. Cette idéologie serait véhiculée par les hauts fonctionnaires de l'État, en communauté avec les fonctionnaires des grandes entreprises privées. Ils seraient tous d'accord pour favoriser la consommation de masse, macroéconomie, et renforcer le rôle de l'État pour réglementer cette consommation, procédure bureaucratique. En contrepartie, ils empêcheraient l'émergence d'une économie de services de personne à personne, microéconomie, et le commerce équitable, moins régulé et plus indépendant. La médecine symbolise ce bien-être personnel. On peut même dire qu'elle est une économie sociale extrêmement florissante. Elle serait donc une concurrente de la maxi-économie de distribution, mondiale, planifiée et dirigiste. Les médecins ont été mis sous sa tutelle, et ils n'ont pas eu les moyens de se défendre. Qui véhicule ce New Management néolibéral ? Quelle est cette bureaucratie puissante ? Quelle est sa culture et que cherche-t-elle à installer ? Pour y répondre, nous allons regarder du côté de Londres. 1 degré. Nous allons tâcher de comprendre s'il existe une idéologie non favorable à la médecine traditionnelle. Le management installe-t-il une société néolibérale qui ne serait pas favorable à une médecine forte ? Le témoignage de David Graeber est sollicité. David Graeber est un anthropologue et économiste américain, militant du mouvement altermondialiste Occupy Wall Street, et exclu de l'université de Yale en 2007. Auteur en 2011 d'un essai remarquable, Debt 5000 ans d'histoire, Graeber a finalement trouvé refuge à la prestigieuse London School of Economics. Il nous apprend que, aux États-Unis, dans les années 1970, certains penseurs affirmaient que l'évolution trop rapide des technologies était responsable des problèmes sociaux qui se multipliaient dans le pays depuis les années 1960, et qu'il fallait freiner le progrès. Ce ne sont pas les investissements privés qui ont manqué, ce sont les investissements publics qui ont été volontairement diminués afin de freiner les mutations de nos sociétés. De nos jours, le capitalisme semble réaliser l'alliance des bureaucrates privés et des bureaucrates publics. Ensemble, ils façonnent des règles pour contrôler tous les échanges de services et les diriger et pour imposer de lourdes pénalités aux personnes fautives ou endettées. Les grandes banques tirent un profit considérable des pénalités qu'elles infligent à leurs clients pauvres, l'URSSAF aussi. Pensons au slogan de mai 68, l'imagination au pouvoir. Où en est-on aujourd'hui ? La bureaucratie procédurière anesthésie l'imagination. Là où elle s'étend, management public et privé, elle oblige au conformisme. Graeber pense que c'est l'une des raisons de la stagnation du développement technique et probablement social depuis 40 ans. Quand le marché s'étend à tous les aspects de la vie sociale, les relations ne sont plus basées sur la confiance, les gens n'hésitent plus à s'arnaquer les uns les autres. Tout est donc régulé par des mécanismes impersonnels, par la bureaucratie. Il y a un lien entre bureaucratie et dirigisme. Les règles impersonnelles, qui ne plaisent à personne, appellent de la coercition et de la surveillance. La vie sous l'empire bureaucratique relève du contrôle permanent et de la créativité toujours bridée. Pas de solution immédiate, mais un appel au réveil d'une gauche qui a du mal à critiquer la bureaucratie, car ce serait critiquer les fonctionnaires.
D'autre part, la paperasse est vue par les grandes entreprises comme une arme compétitive dirigée vers des concurrents plus petits, qui n'ont pas les moyens de payer des salariés à remplir des formulaires toute la journée. Au fond, la bureaucratie est un moyen d'extraire du profit. http://double-barre-cru 89-2010-10-2011-10-barre-2011-10-10-regreber-tous-les-recouins-vie-3 et David Graeber, Bureaucratie, les liens qui libèrent 2015. David Graeber montre que notre société souffre d'une crise du progrès et d'un excès de formalisme administratif. Les administrations privées ou publiques semblent converties aux mêmes méthodes de management, qui conduisent insidieusement à transformer nos sociétés dans un sens négatif. Depuis les années 1970, ce management mondialisé aurait développé une idéologie commune, régulatrice et financière, la consommation de masse. Elle pourrait même être devenue une entité distincte, et se comporterait comme un État dans l'État. Elle édicte ses propres lois. Ensemble ils façonnent des règles, ils imposent de lourdes pénalités, pour servir l'expansion mondiale de l'économie de masse et contrôler tous les rouages de la vie sociale des pays industrialisés. Elle viserait à orienter les modes de consommation vers les profits immédiats des grands groupes capitalisés. Dans cette hypothèse, la médecine qui est pauvre, individuelle et petite, aurait été placée sous l'autorité de ce pouvoir administratif afin de limiter son développement et d'en extraire au passage le plus de profit commercial possible. D'une part, l'administration aurait naturellement installé des rapports de méfiance envers l'économie sociale, notamment envers les médecins. Les procédures et coercitions diverses ont en effet écrasé les actes de soins sous des obligations parfois hallucinantes. La corporation médicale n'a jamais eu les moyens de se mesurer à cette autorité. Elle a donc été considérée comme un concurrent plus petit, et mise progressivement sous sa tutelle. D'autre part, notre société sans industrie a sollicité la santé publique pour offrir des métiers que l'on peut considérer comme des emplois de substitution. Le marché des transports sanitaires en est un bon exemple, celui des cures thermales également, et celui des agents du programme Prado de la Caisse nationale également. Le budget de l'assurance maladie se trouve aujourd'hui dans une situation difficile puisque les entreprises privées sont moins nombreuses à cotiser, mais que les demandes de soins individuels ne cessent d'augmenter. Mais surtout, les dépenses sont de moins en moins consacrées à la médecine elle-même, mais à des prestations annexes qui visent à relancer la consommation et à fournir des petits boulots. La position de la médecine au milieu de tout ceci est difficile. Est-elle victime depuis 40 ans d'une politique insidieuse véhiculée par un groupe social conservateur appelé bureaucratie, qui serait opposé à la poursuite des progrès de la médecine traditionnelle? La médecine martyre du néolibéralisme d'État? La médecine n'est-elle pas devenue gênante? Tout simplement parce que l'acte de soigner des personnes est impossible à calibrer dans une économie essentiellement marchande, financière et autoritaire? 3 caractéristiques totalement étrangères à la médecine traditionnelle. La médecine est bien un art, une microéconomie locale, indépendante, conviviale et généreuse. Sa nature sociale est indiscutable. Cet art de guérir n'est ni une prestation collective, ni une économie d'État, ni un commerce lucratif. Il est une économie de proximité, de personne à personne. On peut logiquement l'appeler équitable. L'administration entend régner seule, mais ce choix n'est pas unanime en Europe. Il existe d'autres modèles de gouvernance publique basés sur le dialogue et la concertation. L'autoritarisme bureaucratique se complique donc d'une crise politique au sein de l'Europe. Mais les deux crises sont très probablement liées. Tout laisse craindre que la crise des dettes publiques ne continue d'alimenter la crise des modèles sociaux en Europe, et vice-versa. Autrement dit, une gestion basée sur la méfiance et l'hostilité néolibérale empêchera la médecine de se développer, ce qui entrave le contrat social européen. La construction de l'Europe politique pourrait bien en pâtir. 2 degrés aujourd'hui, le malaise est bien perceptible. Pour preuve, nous allons nous attarder à la chronique de Brice Couturier, Question santé, du 26 juin 2012. Les dépenses de soins stricto sensu absorbent aujourd'hui, en France, plus de 10% du PIB. Problème, ce pourcentage est en augmentation constante. Notre consommation de soins progresse plus vite que notre PIB,
et c'est nécessairement au détriment d'autres postes budgétaires, par exemple l'éducation. Et l'on peut parier que l'apparition de technologies médicales de plus en plus sophistiquées et coûteuses ne va certainement pas ralentir le rythme de progression de ces dépenses. Plus grave encore, une partie de ces dépenses n'est pas financée et vient aggraver l'endettement de nos administrations publiques, ce qui est indéfendable. Nous ne saurions faire payer nos soins d'aujourd'hui par nos descendants demain. http://brise-couturier-2012-question-centre-2012-2006-26. La chronique de Brice Couturier a mis les pieds dans le plat. Peut-on continuer à mentir aux malades et cacher le fait que les soins qu'ils reçoivent ne seront pas remboursés par l'État avant 2050, et encore en ayant recours à l'impôt complémentaire pour financer cette dette? Est-ce ainsi que la Convention de la Sécurité sociale a été définie en 1945 ? Ou bien a-t-on assisté depuis une quarantaine d'années à la faillite de tout notre système de protection sociale ? Dans ce cas, où est parti l'argent ? Qui est coupable ? Ceux qui offrent les soins ou ceux qui gèrent les caisses de la Sécu ? La médecine a commencé sa descente aux enfers à la fin des années 1970. Le malaise semble remonter à l'instauration du numerus clausus des étudiants en médecine par Simone Veil en 1971. Dominique Dupagne nous apprend sur le site atoute.org que le mot « sélection », n'étant pas politiquement correct 3 ans après mai 1968, on trouvera le terme numerus clausus pour qualifier la limitation arbitraire du nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine. Le chiffre retenu en 1971, 8588 étudiants, constitue d'ailleurs une limitation plutôt raisonnable. Mais la situation se durcit en 1977, après le choc pétrolier et sous l'influence de Simone Veil toujours. C'est pourtant à la fin des années 80 qu'il aurait fallu anticiper les besoins accrus qui s'annonçaient pour la décennie suivante. Malheureusement, la Caisse nationale d'assurance maladie devient alors le fer de lance du mouvement en faveur de la diminution du numerus clausus. La Caisse va jusqu'à considérer qu'il faut reconvertir des milliers de médecins. Gilles Joannet est son nouveau directeur. Il est énarque, conseiller à la Cour des comptes. Il sera le principal artisan de la limitation drastique du nombre de médecins formés, qui descendra à 3500 en 1993. Ce n'est qu'en 1998, et donc bien tardivement, que les autorités sanitaires et les syndicats médicaux prennent brutalement conscience du risque de pénurie qui se profile pour les années 2000. Quasiment seul contre tous, Gilles Joannet pèsera de tout son poids pour bloquer le numerus clausus au plus bas. Pourtant, il n'était pas nécessaire d'avoir fait de hautes études d'administration pour anticiper l'explosion des besoins en soins médicaux. Au passage du siècle, tout bascule. L'évidence de la pénurie devient criante. Le numerus clausus commence à être relevé. Il est malheureusement trop tard, du fait des 10 ans qui sont nécessaires pour fabriquer un médecin libéral opérationnel. L'énorme creux des années 1985 à 2005, qui aurait dû être corrigé 10 ans plus tôt, sera impossible à rattraper. http://www.atoute.org/n-l-origine-de-la-pénurie-des.html. Le premier constat est l'aspect hostile et coercitif de la gestion de la profession médicale, à partir des années 1970. Au point de créer une pénurie volontaire telle qu'elle est à l'origine de désordres sociaux, depuis une dizaine d'années. Le deuxième constat est la simultanéité entre la limitation du nombre de médecins et le premier choc pétrolier. Cette chronologie est souvent méconnue, mais elle est incontestable. Le New Management décide en 1977 de limiter fortement l'offre de soins médicaux, en diminuant de moitié le nombre de médecins formés en France. Cette position n'a pas changé, le numérus est légèrement remonté, mais une pénurie est installée encore pour les 15 prochaines années au moins. La médecine devient donc, ipso facto, un produit politique dès la fin de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Par ce choix, la santé des Français cesse d'être une préoccupation individuelle, elle devient une fonction collective financiarisée et macroéconomique. Le métier de médecin s'en trouve fortement bouleversé, sans que personne ne s'en préoccupe.
Aujourd'hui, en 2015, la médecine est même devenue un sujet de tension sociale. Ceci mène à des grèves en 2014, 2015 et probablement après. À cause du premier choc pétrolier, les États ont enfermé la médecine dans une prestation sociale à géométrie variable. Or ceci n'a aucun sens parce que la demande de soins individuels ne faiblit pas, et que l'avancée des techniques élargit le champ de la médecine. L'idéologie macroéconomique a détruit une partie de la profession médicale, mais elle a créé une frustration sociale. Les citoyens n'ont jamais accepté d'avoir un accès aléatoire aux soins de santé. Peut-être parce que ces soins sont devenus plus importants à leurs yeux que la consommation de biens manufacturés, comme des smartphones ou des montres connectées. Je constate tous les jours que mes malades sont très attachés à des soins de qualité, et aiment choisir leur médecin. Mais ce modeste constat est très opposé à ce que les technocrates mettent en œuvre année après année. Cette pression sociale a obligé les élus à recourir à des solutions de contournement comme l'arrivée massive de médecins non européens, hors quota, ou l'acceptation d'une disette, ces files d'attente, ces délais de plusieurs mois et les augmentations des coûts dus à ces prises en charge inadéquates. À la sortie, les gains économiques de cette pénurie volontaire de soins sont probablement insignifiants, mais le chaos social est durablement installé. 3 degrés. Que veut cette bureaucratie qui se considère elle-même comme indispensable? Quelles sont ses idées? Quels seraient ses modes de pensée, ses ambitions, bref, sa culture identitaire? Nous nous sommes longuement interrogés sur sa curieuse façon de s'exprimer, son langage si spécial appelé administratif. Il est généralement incompréhensible. C'est une sorte de langage nouveau. La charte de l'entretien professionnel a été élaborée par le comité de pilotage de projet de mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, composé de membres de la direction et de cadres représentant la majorité des métiers de l'hôpital, dans le but de donner une garantie de respect des valeurs partagées aux évalués et aux évaluateurs. Note officielle concernant la charte de l'entretien professionnel des hôpitaux. Je ne sais pas si vous comprenez cette note administrative. Apparemment elle est écrite en français, mais détrompez-vous, elle est écrite en novlangue. Cette langue nouvelle est aussi appelée langage administratif ou langue de bois. Elle est la langue officielle des bureaucrates. Ce langage alambiqué pourrait bien ne pas se prêter du tout à la gestion d'un hôpital, qui devrait être simple. En effet, la médecine est une profession immédiate, individuelle et très réaliste. Elle ne peut pas être gérée comme une prestation alambiquée et idéologique, ça ne marche pas. La médecine ne peut pas être gérée non plus comme un stock de matières premières, même si cela est enseigné dans les écoles de sciences politiques. Classiquement, soigner un malade se fait au bord du lit, et un hôpital ne sert probablement qu'à soigner des malades. Alors il apparaît difficile de trouver du sens au comité de pilotage de projets de mise en œuvre de gestion. À quoi ce charabia peut-il bien servir? Le concept d'imputabilité médicale généralement admis, responsabilité de ses actes et reddition de comptes, concerne la responsabilité du médecin envers le patient qui le consulte dans le cadre de la relation patient-médecin. Il découle d'une vision restreinte du professionnalisme d'où sont absentes les préoccupations pour la santé de population, la performance quant à l'utilisation des ressources, l'accessibilité et le meilleur rapport qualité-coût pour les services. L'évolution des connaissances scientifiques, le développement de préoccupations pour la santé de diverses populations, les besoins et les exigences de la société moderne rendent donc nécessaire l'introduction d'imputabilité d'ordre économique et politique. http://www.csbe.gouv.qc.ca/www/archive/conseil médical avis -04-aba-av-fr.pdf. Ce texte est incompréhensible, mais fascinant, nous sommes d'accord. Pourquoi est-il rédigé dans un style ampoulé, et si bizarrement anti-médical? Probablement pour marquer une nette distance. Le contenu est en apparence lisible puisqu'il doit être public, mais son auteur veut montrer qu'il ne peut être déchiffré que grâce à des codes. Le second aspect de cette langue est son côté mystérieux, qui traduirait une forme d'élitisme gestionnaire. À ce jour, par le surcodage institutionnel,
Il émerge plutôt au terme de ces différents processus bureaucratiques, une acception plutôt traditionnelle de ce que pourrait être une organisation dite innovante en termes de coordination et de suivi. Ainsi, pour le conseil d'administration de la CNAM-TS, l'articulation entre la ville et l'hôpital s'y voit configurée avec un préalable, celui d'un développement des relations entre le corps médical et le corps des auxiliaires médicaux. De même, pour lui, la coordination entre le sanitaire et le social passe par un meilleur agencement des interventions près des populations pour assurer le maintien à domicile de certaines catégories de patients comme les personnes âgées ou les personnes relevant de soins palliatifs, ou le maintien dans le cadre de vie normale, de populations à risque, populations précaires ou en fin de vie, adolescents en difficulté, patients alcooliques dépendants ou abuseurs. www.gestion-hospitalière.fr/gratuit.p.ref-ref-article.pdf. Que veut dire ce fonctionnaire? Il y a bien aujourd'hui une rupture de langage entre la classe qui dirige et celle qui est dirigée. La novlangue s'appelle langue nouvelle, elle est futuriste. C'est une langue avant-gardiste, utopiste en quelque sorte. Pas l'utopie généreuse des Golden Sixties qu'elle combat, mais bien une nouvelle hiérarchie sociale promue par les hauts corps d'État et les dirigeants des grandes entreprises commerciales. Elle est une langue faite pour et par l'élite, qui a déjà un pied dans la société de demain. En fait, cette novlangue transporterait une ambition cachée. L'administration de l'État veut moderniser la vie sociale de la nation, et donc la médecine. La médecine appartient-elle à cette nouvelle bureaucratie? Voici l'objet de ce livre. Premier chapitre, la santé, une économie radieuse. Avant de revendiquer un autre avenir pour la médecine dans nos sociétés post-modernes, il est intéressant de mieux comprendre son passé. Que sait-on des hôpitaux anciens? 1 degré, d'un point de vue historique. La fonction et l'implantation des hôpitaux ont fortement varié d'une époque à l'autre. Qui a visité les hospices de Beaune ou l'Asclépione de l'île de Causse comprend que l'hôpital ancien n'avait ni la fonction, ni l'architecture que nous connaissons aujourd'hui. À seulement 4 km au nord-ouest de la ville de Causse, sur une colline verdoyante à la vue spectaculaire, vous découvrirez un des sites archéologiques les plus importants de Grèce, l'Asclépione. Véritable centre religieux consacré à la guérison, il comprenait des infirmeries, des temples, des sources d'eau thermale chaude, des hôtels, une école de médecine et encore bien d'autres sites. Au IIIe et IIe siècle av. J.C., l'Asclépione de Causse devint la troisième plus importante institution du monde antique opérant selon les directives d'Hippocrate, le père de la médecine moderne. http://discovergris.com/a-tout-go-a-holistic-fr/a-holistique-holistic-healing-centre. On peut imaginer des pèlerins arrivant par bateau, sur l'île de Causse. Ils trouvaient sur place une véritable cité dévolue aux soins de santé. Il y avait les médecins qui apportaient le savoir scientifique, les temples qui assuraient le réconfort psychologique et les centres de thermalisme pour les traitements. Les patients logeaient sur place pendant plusieurs jours puis repartaient à Athènes ou à Rome. La place que tenait la médecine à l'époque de Périclès était sans doute très importante, à compter le nombre de sanctuaires thérapeutiques dispersés dans le bassin méditerranéen. Il s'agissait d'une véritable industrie thérapeutique, qui regroupait sur les mêmes sites les temples, les pythis et les devins, et les centres de thermalisme ou de cure. C'est bien là que commence l'histoire de la médecine moderne. C'est au 5e siècle av. J.C. que les guérisseurs sont devenus des médecins, une profession reconnue socialement et dûment installée dans les villes du Péloponnèse. Figuin, Aribal rouge du 6e siècle av. J.C. Le décor de cet aribal nous offre l'illustration unique d'une consultation médicale. Nous y voyons un médecin, assis, pratiquer une saignée dans le bras d'un patient debout devant lui. Une chose est souvent méconnue. La démocratie et la médecine moderne ont été inventées en même temps. Toutes les deux sont nées de la détresse des populations grecques suite aux crises économiques, à la coutume de l'esclavage pour dette et aux épidémies. Une transformation de la société du Péloponnèse s'est produite au 6e siècle av. J.C.,
et elle a abouti à une révolution politique et sociale. Au 5e siècle AV. J.C., la Grèce antique a inventé la démocratie directe, la philosophie mais aussi la médecine moderne. Périclès, Socrate et Hippocrate étaient contemporains et se connaissaient bien. Quel trio! Hippocrate est encore considéré aujourd'hui comme une sorte d'idéal médical, comme le régime athénien reste un exemple de démocratie directe. Fielding Garrison, une autorité en matière d'histoire de la médecine, a déclaré: Hippocrate est avant tout l'exemple de cette attitude d'esprit critique, toujours à la recherche de sources d'erreur qui est l'essence de l'esprit scientifique. Sa figure se dresse pour les temps futurs comme celle du médecin idéal. http://fr.wikipedia.org/wiki/Hippocrate site-banote-garrison 934-54. 2 degrés, médecine et démocratie. De cette proximité est née une sorte de complicité, peu connue et souvent contestée. La médecine a besoin de la démocratie pour exprimer son esprit critique. La démocratie a besoin de la médecine pour incarner son action sociale. Dans les périodes équilibrées, par exemple le califat d'Andalousie, la Renaissance, l'Angleterre du XVIIIe siècle, les progrès politiques ont toujours été accompagnés de réussites médicales. La démocratie et la médecine sont 2 sœurs jumelles, nées simultanément entre le VIe et le Ve siècle AV. J.C. Cette complémentarité est parfois une source de rivalité, mais il semble que seules les périodes politiques apaisées aient apporté une médecine de qualité et une réelle santé publique. L'une respectant l'autre comme différente est également importante. Car si la puissance du pouvoir provient de sa conviction en la force des lois politiques, la logique de la médecine réside dans le respect des lois de la nature, écologique. La vie en société résulte d'un juste équilibre entre ces 2 formes de légitimité. Nous vivons aujourd'hui une époque de grands changements économiques et sociaux. On ne s'étonnera donc pas de constater que les rapports entre le pouvoir et la médecine ne soient plus au beau fixe. Nous sommes à un tournant de l'histoire, et notre médecine en est probablement le témoin. Nous allons nous attacher à montrer les défis qui s'annoncent, et pourquoi notre médecine les a anticipés. On comprend ici que chaque civilisation a construit les hôpitaux qui lui ressemblent. On est surpris de voir évoluer l'architecture des hôpitaux, comme autant de témoins de la santé publique de chaque époque. L'hôpital Hall du 7 au XVIe siècle médiéval est typiquement austère. L'hôpital Croix de la Renaissance est inspiré de l'architecture italienne avec la présence d'une cour centrale carrée ou rectangulaire. L'hôpital général du XVIIe siècle marque l'étape d'intervention de l'État dans la gestion hospitalière avec l'idée d'enfermement des indésirables. Vagabonds, pauvres, vieillards, femmes de mauvaise vie. Exemple la Pitié-Salpêtrière. Cet hôpital est construit somme toute comme une prison, ou du moins comme un bâtiment d'écartement. L'hôpital ventillé haussmannien de la fin des XVIIIe et XIXe siècles montre l'augmentation de l'influence de la médecine sur l'organisation de la société et marque le désir d'une prise en charge méthodique et scientifique des problèmes de santé publique. Il y a le souci de la ventilation. Le premier modèle d'hôpital hygiéniste répond aux théories aéristes, qui reposaient sur le principe d'une contamination aéroportée. http://www.aphp.fr/site/histoire/architecture.htm. L'hôpital pavillonnaire de la fin du XIXe siècle est l'œuvre de Louis Pasteur et marque l'étape vers un hôpital strictement pavillonnaire pour éviter la contagion en séparant les malades. Avec Pasteur et la découverte du monde microbien apparaît le principe d'un mode de contamination par transport sur les mains, les vêtements, etc., et non plus aéroporté. Cette conception scientifique remet en cause les habitudes et les comportements du personnel soignant et médical. Il faut séparer, rendre autonomes les services et donc les bâtiments. L'hôpital dit pastorien sera illustré au début du XXe siècle à Lyon par l'hôpital Édouard Herriot sur un terrain de 16 hectares. Un village au milieu de la ville. L'hôpital monobloc est une superposition de couches pavillonnaires. En 1932, le premier hôpital bloc est construit sur le principe d'une concentration des différents services hospitaliers. L'hôpital Beaujon à Clichy, 1935, en est l'exemple.
Les progrès de la médecine réclament la réduction des distances entre les salles d'hébergement et les installations médico-chiques en constant développement. Les nouvelles techniques de construction, béton armé, acier, moyens de levage mécanique, permettent des constructions en hauteur. Il devient nécessaire de produire des soins à grande échelle, ce qui nécessite la construction de grandes structures concentrées et bien placées au centre des villes. Enfin, l'hôpital bloc apporte également une réponse à la spéculation foncière qui incite à la réduction de l'emprise des établissements. On préfère construire haut en centre-ville qu'étaler en périphérie. L'hôpital industriel. Après la Seconde Guerre mondiale et la création de la sécurité sociale, l'État construit de très grands centres hospitalo-universitaires. À la fin des années 1960, il met en place des procédures de normalisation du parc hospitalier. C'est la politique des hôpitaux types. Ainsi, durant les années 1970, plus de 70 000 lits sont créés grâce aux procédures industrialisées. La capacité d'accueil des unités de soins et le confort des malades sont standardisés selon des critères étatiques. Trop souvent confiés à des architectes au service de l'État, ces hôpitaux s'adressent à des usagers plutôt qu'à des malades. Ils sont donc construits comme des gares. Forcément, ils manquent d'intimité, empathie, et ne séparent plus ce qui relève du gestionnaire de ce qui relève de la médecine et des soins intimes aux personnes. http://www.vaisseau-de-communication.net/article-2733640.html. Tout au long de ce livre, nous décrirons une caractéristique essentielle de l'hôpital. Il est conçu à l'image de la société qui le construit. Il reflète donc le mode de pensée d'une société à un moment donné. Selon que l'on est de gauche ou de droite, progressiste ou conservateur, médecin ou technocrate, on ne construit pas le même hôpital. Ceci peut sembler paradoxal puisque le but d'un hôpital est de soigner des malades, et que la médecine est une science universelle. Mais l'hôpital n'est pas la médecine. Il accueille la médecine, ce qui n'est pas la même chose. 3 degrés La santé publique. Pourquoi existe-t-il un mystère autour de la santé en France? Où commence la santé publique, et à quoi sert-elle? Tout d'abord, les malades ignorent les tensions qui existent entre le pouvoir et les médecins. Ceci peut sembler paradoxal puisque tout le monde apprécie son médecin. Et depuis 2 siècles, la médecine est même devenue de plus en plus spectaculaire et donc très appréciée. C'est très bien, mais pas pour tout le monde. Je soupçonne en effet les politiciens de se méfier des médecins pour une raison assez simple. À qui revient-il d'organiser la société? D'où vient le progrès? La question se résumerait à ceci. Risque-t-on d'aller vers une tyrannie de la médecine ou bien l'État doit-il reprendre la main sur la santé? Ce conflit connaît des hauts et des bas, mais la question de la légitimité de la médecine moderne reste posée. Quelle place la médecine devrait-elle occuper dans notre société? Nous citons ici le discours d'accueil des jeunes médecins tenu par le Dr F. Copro, à l'Ordre des médecins de Bourgogne en 2010. Au moment où vous allez exercer en pleine et entière responsabilité ce métier de jeune médecin, il est indispensable de rappeler les fondements de la médecine clinique, fondements basés sur le respect de la personne soignée. Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, met sa compétence à la constante du bien pour celui qui s'est confié à lui. Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Ambroise Paré. Malgré l'évolution des connaissances, des techniques, des rapports médecin-patient, cette citation reste vraie. Toujours avoir le respect dû à la personne soignée. La confiance du malade, qui devient de plus en plus un partenaire dans le dialogue médical, sera d'autant plus grande que le seront la conscience, la compétence et l'intégrité du médecin. Il faut que le patient sache qu'il ne sera pas trahi. La médecine est un exercice professionnel qui se situe aux frontières des interdits. Professeur Erny. Il est indispensable de savoir que l'exception médicale reconnaît aux soignants des droits dérogatoires du droit commun nécessaires pour soigner. Ils sont accordés sous réserve d'être encadrés par des interdits. Il y a le droit de s'immiscer dans la vie privée par nécessité professionnelle, à condition que ce soit nécessaire pour soigner. La recherche de la confidence et la nécessité de déshabiller le malade pour l'examen. Ce droit est limité par 2 interdits. L'interdit du secret et l'interdit sexuel.
Le droit de porter atteinte à l'intégrité du corps humain, toujours dans l'intérêt du malade et avec son consentement. Cet acte peut aller très loin, jusqu'au handicap ou la mise en danger. Ce droit est limité par l'interdit de tuer. Il est important pour vous tous de prendre conscience de votre situation particulière et surtout de ne pas vous laisser atteindre par la routine de l'habitude ou par la banalisation d'actes qui sont à la limite de l'interdit. Dr François Coppereau, http://www.bourgogne.ordre.médecin.fr/note/939. La médecine moderne a été définie dès le Moyen Âge par la phrase d'Ambroise Paré, « Guérir parfois et consoler toujours ». La médecine doit avant tout consoler, écouter et rassurer le malade. C'est la base du métier. La médecine s'occupe donc de l'intimité des gens. Elle est donc nécessairement privée et même secrète, et fait de la compassion son unique préoccupation. Mais cette intimité est tout de même dangereuse, car une telle intrusion n'est pas simple. La médecine est à la limite des interdits. Elle traite de la nudité psychique et corporelle, qui est interdite socialement. Consoler un malade est quelque chose de spécial, qui doit être fait avec beaucoup de précautions. Ceci expose les médecins à des risques. La médecine est régulièrement attaquée précisément parce qu'elle traite de la vérité toute nue, en dépit de l'ordre politique établi. Les médecins donnent parfois l'impression de se placer au-dessus des lois. Pour qui donc se prennent-ils ces docteurs, entend-on parfois? L'art de guérir doit-il vivre selon ses propres règles, au-dessus des lois? Ceci n'est pas sans danger. Combien de médecins soignant des chefs d'État ont-ils été assassinés ou pourchassés parce qu'ils en savaient trop? L'exemple du docteur Segebler, médecin particulier du président Mitterrand, est encore dans nos mémoires. Le 5 juillet 1996, il est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violation du secret médical. Il est radié de l'ordre des médecins la même année. Nommé chevalier de l'Ordre national du mérite en 1983 et chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur en 1992, il est exclu de ces deux ordres en 1998, décrets approuvés par le président de la République Jacques Chirac et signés par le Premier ministre Lionel Jospin. Le complot des tabliers blancs. En 1950, Staline fait arrêter et tuer une quarantaine de médecins de son entourage soupçonnés de vouloir l'assassiner. http://livre-bas/2070-2060-2060-2060-76350-2060.html. Les rapports entre la médecine et la politique n'ont jamais été très simples. Pour être sûr de ne pas négliger une cause historique au désamour grandissant de la médecine traditionnelle, nous allons nous attarder aux 2 siècles qui nous précèdent. Quelle a été la place de la médecine dans notre société, depuis la Révolution de 1789? La médecine scientifique commence mal. Le 8 août 1792, les facultés sont supprimées et l'obligation d'avoir un diplôme pour exercer la médecine est abolie. Tout citoyen payant une patente peut soigner ses semblables. La Révolution de 1789 organise la société de façon beaucoup plus démocratique. Tout le monde peut soigner tout le monde. Très vite, la bourgeoisie, inquiète des épidémies qui menacent et des charlatans qui sévissent, réclame le rétablissement des diplômes. Il faudra tout de même 11 années pour rétablir l'obligation d'un diplôme de médecine. Le 4 décembre 1794, sous l'impulsion d'Antoine Fourcroy, la Convention vote une loi visant à recréer 3 écoles de médecine à Paris, Montpellier et Strasbourg. En 1803, le monopole est reconstitué. Seuls les titulaires d'un diplôme officiel sont autorisés à exercer la médecine. En 1808, avec la création de l'Université impériale, l'école devient la faculté de médecine avec à sa tête un doyen. http://www.napoléon-empire.napoléon-faculte-médecine.php 2 catégories de médecins sont constituées, les docteurs et les officiers de santé, sur la base d'une double différenciation spatiale et qualitative. La grande chirurgie est l'apanage des docteurs qui ont suivi un cycle complet en faculté,
et la médecine courante est confiée aux officiers de santé qui sont tenus d'appeler un médecin en consultation pour les cas graves. Les médecins sont confinés dans la médicalisation des classes urbaines favorisées, et les officiers de santé dans la dispensation des soins aux populations rurales. Une sélection sans numerus clausus est instituée à l'entrée, avec ensuite 4 ans d'études classiques pour les candidats docteurs et 3 ans seulement pour les officiers de santé. Dans les campagnes, les guérisseurs et les religieuses concurrencent les officiers de santé alors que ces derniers font de la médecine dans les classes moyennes de la paysannerie, de la boutique et de l'atelier en obligeant les médecins à s'aligner sur leurs faibles tarifs. http://www.frédéric-bizarre.com/repère-analyse-historique-et-économique-de-la médecine-libérale-de-la-revolution-no-jour-. C'est surprenant. Dès 1808, l'État impérial crée déjà une médecine à 2 vitesses. Cette idée court toujours en 2015. Elle est encore utilisée par la ministre Touraine et à la Mutualité française. Napoléon était apparemment désireux de contenir la médecine dans une mission sociale, quitte à tolérer une médecine de riches dans les grandes villes. Mais c'est le peuple qui choisit finalement les docteurs en médecine. Les officiers de santé vont progressivement disparaître et à la fin du siècle, il n'y aura plus que des médecins. Le débat n'est pas clos. Manifestement, un certain nombre de nos dirigeants politiques ou syndicaux regrettent le temps des officiers de santé dociles et peu payés, formés à une médecine pauvre et dépendante de l'État. On comprend tout l'intérêt politique qu'il y avait de construire une médecine pas chère et docile. Ce qui est plus surprenant, c'est le choix du peuple qui a plutôt choisi de faire confiance à des docteurs mieux formés, plus compétents et donc, plus chers. Ce choix en faveur des docteurs est 100% démocratique. C'est le peuple qui l'a imposé contre la classe politique de 3 régimes successifs, empire, monarchie et république. On l'oublie trop souvent. Ce choix est étrange pour les autorités politiques, mais bien compréhensible pour les psychologues. Dans nos sociétés modernes, rien ne dépasse le souci d'être en bonne santé. C'est le premier des besoins. 4 degrés. Pourquoi une rivalité entre le pouvoir et la médecine ? On peut s'interroger sur le sens à donner à cette rivalité entre l'État et la médecine à partir de la fin du XVIIIe siècle. Alors que sous Louis XIV par exemple, les médecins étaient bien acceptés, voire moqués complaisamment, le malade imaginaire de Molière. L'explication probable est la révolution scientifique et médicale initiée en France par Claude-Louis Berthollet. Il devient en 1779 docteur régent de la faculté de médecine de l'Université de Paris. On lui doit les études sur les propriétés fulminantes des poudres, donc les bases de la chimie moderne, et la découverte de l'eau de Javel et des propriétés filtrantes du charbon, donc les bases de l'asepsie médicale. Avec Lavoisier et Gay-Lussac, il inaugure la révolution scientifique du XIXe siècle. Jusqu'en 1780, la Commission des sciences et des arts organisait la médecine comme les arts, c'est-à-dire comme une profession anecdotique et peu importante. À partir de Berthollet, la médecine devient une science moderne, une véritable industrie de service. Une génération de brillants médecins va le suivre, Bretonneau, Broussais, Trousseau, Velpeau. Ils définissent les bases de l'hygiène publique et des sciences sociales, et jettent les bases scientifiques de la médecine moderne. Bretonneau, qui était souffleur de verre, invente les pipettes à doser les médicaments et réalise les premières canules de trachéotomie en verre qui font des miracles lors des épidémies de croup. La chimie se sépare également du domaine exotique des beaux-arts. Les 2 sciences deviennent 2 économies nouvelles qui s'installent aux côtés des pôles traditionnels de l'agriculture et de l'industrie. On comprend que l'irruption d'une économie de services au début du XIXe siècle ne s'est pas faite sans heurts. Les propriétaires terriens et les industriels ont entamé tout de suite un rejet de ces nouvelles disciplines perçues comme une menace pour l'équilibre social, et iconoclastes de leur rôle privilégié au sein du pouvoir. En fait, les médecins ne sont jamais parvenus à gagner leur place auprès d'eux, ce qui reste vrai en 2015. D'un autre côté, la faiblesse des revenus des médecins reflète le manque d'argent de leurs malades. Après 1848, le médecin ordinaire refuse de faire plus longtemps les frais de la médicalisation en prodiguant bénévolement des soins aux plus démunis.
Il exige des indemnités dans le cadre d'un système d'assistance qu'il demande à l'État d'organiser. On comprend que le pouvoir traditionnel met beaucoup de temps à leur répondre. Non seulement les médecins modernes se mettent à donner des leçons à tout le monde, mais en plus il faut les payer. Les médecins veulent d'abord lutter contre une emprise excessive des pouvoirs publics. L'élite médicale fortunée peut dispenser ses soins gratuitement et laisser sa clientèle l'honorer librement, alors que les autres médecins ont du mal à vivre, notamment dans les campagnes. En 1893, c'est le vote de l'assistance médicale gratuite, AMG, mais la loi ne prévoit pas son financement. En 1898, c'est la loi sur les accidents de travail. Compagnies d'assurance et patronats recrutent des médecins dociles à leurs directives. Chargés de constater les accidents du travail et de soigner les accidentés, ils sont payés au forfait. Selon l'article 4 de la loi, les ouvriers peuvent recourir à des médecins libres. La liberté de choix pour le malade et la liberté de prescription pour le médecin deviennent la pierre angulaire de la défense des intérêts du peuple. http://www.frédéricbizarre.com/repère/analyse-historique-et-économique-de-la médecine-libérale-de-la-révolution-a-no-jour. La loi d'avril 1898 est une victoire pour les premiers syndicats de médecins, parce qu'elle reconnaît déjà le libre choix du médecin par les patients salariés concernés. C'est bien une victoire dans le bras de fer qui oppose la nouvelle économie de la santé aux forces dominantes, le capital des propriétaires industriels et les syndicats ouvriers. Ce développement d'une médecine libérale de plus en plus indépendante du pouvoir politique est cependant perçu comme une menace par le patronat et la classe politique, pour des raisons d'ailleurs différentes. Augmentation des coûts de la santé qu'il faut financer, pour les patrons, la dépendance des pouvoirs publics envers les médecins pour assumer le service public sanitaire pour les syndicats. Pour contrer ce développement de la médecine libérale, le gouvernement tente un contre-feu en 1914. Le projet de créer une convention nationale est cependant stoppé par la guerre. Mais les bases du conflit sont déjà clairement posées en 1914. Elles ne changeront plus. D'un côté, l'idéal médical traditionnel fidèle à Hippocrate, indépendance et esprit critique, est très attaché au paiement direct à l'acte qui engage le malade. C'est-à-dire, de considérer la médecine comme un artisanat indépendant, répondant à ses propres règles internes, déontologiques, dont la modalité de paiement est une partie intégrante. De fait, honorer son médecin, c'est mettre un terme à une relation à la limite du droit, et c'est regagner sa liberté. De l'autre, les médecins veulent garder la maîtrise de la relation avec leurs patients, ce qui suppose la liberté d'honoraires, liberté médicale. Les médecins inventent déjà, en cette fin du XIXe siècle, l'économie de service de la santé, alors qu'on en est à la deuxième révolution industrielle. Pour placer cette médecine dans une dialectique contemporaine, elle constitue une microéconomie puisqu'elle est individuelle, locale et non formalisable, offre et demande du service sur le devant de la porte. Les médecins sont donc bien des artisans modernes. La classe politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, s'allie très tôt au patronat pour imposer une médecine sociale, certes, mais payer pauvrement les médecins malgré leur niveau de compétence. Le politique et le patronat se rejettent d'ailleurs la responsabilité de leur financement. On compte de nombreux romans évoquant des médecins pauvres, Corps et âme de Maxence van der Merch. C'est le principe d'une santé incorporée dans un vaste service public étatisé, avec des médecins pauvres. La médecine est intégrée dans une économie de la santé publique étatique, dans ce qui s'appelle alors l'hygiène publique. Mais les médecins sentent un enthousiasme pour la santé individuelle, pour les succès de la chirurgie, de la médecine préventive, de la nouvelle pharmacopée. La médecine s'installe partout. La Charte de la médecine libérale de 1927 est un manifeste pour une médecine libre et responsable. Le manifeste réclame la liberté de choix du médecin par le malade, la liberté de prescription, le respect du secret professionnel et le contrôle des malades par les caisses. Elle accepte cependant le principe d'honoraires négociés et uniformes. Après 10 ans de négociations, l'assurance maladie est créée en 1928. Mais hélas, les médecins ne sont pas invités comme cogestionnaires, contrairement à l'Allemagne.
Les assurances sociales sont mises en place dès 1930. L'entre-deux-guerres est donc une période féconde sur le plan social, mais hélas, la France renonce à adopter une gestion pluraliste de la santé publique comme en Allemagne. 5 degrés, entre 1918 et 1945. Après la Première Guerre, il y a eu une période favorable à l'installation d'une médecine conventionnée et partenariale en France. Malheureusement, l'État a choisi finalement de ne pas négocier avec les médecins et a choisi de laisser les mutuelles privées fixer leurs tarifs toutes seules. Ne pouvant se résoudre à une grève générale des médecins, l'État accouche en 1930 d'un compromis qui laisse les nombreuses mutuelles et les médecins face à face, chacun avec son propre tarif, ce qui est à l'opposé du système conventionnel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.